Je ne sais pas si vous aussi, mais depuis quelque temps, je ne cesse de me faire spammer par des arnaques sur mon adresse mail. Par exemple, recevez votre kit d'urgence, rien à faire, ça part. Un ingénieur a développé un logiciel, et ben tant mieux pour lui, ça part aussi. Une érection. Celui-là, je le garde, c'est pour un ami. Bref, tout ça c'est enquiquinant, mais ce n'est rien comparé à l'usurpation d'identité par exemple, qui peut concerner chacun d'entre nous à cause de ces connards. Courtier. Pardon, à cause de ces courtiers en données qui regroupent vos données sensibles comme vos informations financières ou vos renseignements médicaux pour les vendre. Donc non seulement ces gens-là nous pourrissent la vie, mais en plus nos données payent leurs vacances aux Bahamas alors que moi je dois me contenter de Roquefort la Bédoule. Heureusement, grâce à Incogni, tout ça c'est fini. En un simple clic, Incogni contacte ses courtiers et demande la suppression de toutes vos données personnelles. Grâce à leur site, vous pouvez facilement suivre ces demandes. Non mais regardez-moi tous ces escrocs, ils sont encore plus nombreux que les mauvais films sur la page de Paul W.S. Anderson. Ah oui, quand même. Utilisez le lien dans la description pour profiter des services Incogni avec une réduction exclusive de 60% sur votre abonnement annuel. De par ses musiques entraînantes, ses classiques du jeu vidéo et bien évidemment ses œuvres qui ont à jamais marqué le cinéma, les années 80 ont toujours suscité en moi une tendre affection. Une affection renforcée par ces films fermement ancrés dans leur époque, dont le visionnage est comme une fenêtre ouverte sur un passé que je ne peux qu'imaginer, réussissant l'exploit de me rendre nostalgique de cette décennie que je n'ai vécue que par procuration devant mon poste de télévision. Et parmi ces films, comment ne pas citer la folle journée de Ferris... Top Gun. Top Gun, évidemment, qui entre son ambiance décontractée, son scénario débordant d'action et son obsession pour les gros biscottos transpire, bon déjà la sueur, mais surtout transpire les 80s. Autant dire que la simple évocation d'une suite ne semblait guère être une bonne idée, les poncifs d'hier n'étant plus aussi bien perçus qu'aujourd'hui. Que ce soit le regard de notre société, les enjeux de notre monde ou le talent de Ridley Scott, bien des choses ont changé depuis 1986. C'est donc à reculons que j'ai découvert ce Top Gun Maverick sur grand écran, le cinéma n'ayant eu de cesse de me rappeler à quel point il peut être douloureux d'aimer les classiques des années 80, ou ceux des années 90 aussi d'ailleurs, ou même ceux des années 2000. Bon, c'est pas facile tous les jours. Toutefois, j'avais omis un léger détail qui aurait pu chasser toutes mes craintes. Si cette suite porte le nom de son héros, ce n'est pas pour rien, c'est parce que l'homme qui l'incarne est au centre du projet. Or, vous le savez aussi bien que moi, pour Tom Cruise, il n'y a jamais une mission impossible. « 36 ans après cette aventure où il a montré à tout le monde qu'il était le meilleur, que ce soit en dézinguant les ennemis ou en s'emparant du cœur de la demoiselle, Pete Maverick Mitchell reprend du service pour démontrer à tout le monde qu'il est toujours le meilleur, que ce soit en dézinguant les ennemis ou en s'emparant du cœur de la demoiselle. » C'est original. Oui, sur le papier, on pourrait croire que cette suite n'est qu'un reboot déguisé. Après tout, ce ne serait pas la première fois que l'industrie nous ferait le coup. Et pourtant, ne vous fiez pas à ce résumé à un brin réducteur. Ce Top Gun Maverick a bien plus à offrir grâce à son histoire qui trouve le juste équilibre entre hommage à son matériau d'origine et continuité narrative, comme l'illustre parfaitement son héros. Chevauchant sa Kawasaki cheveux au vent avec son blouson en cuir et ses lunettes Ray-Ban, Maverick file plus vite que le temps, ce dernier n'ayant rien perdu de son charisme d'antan. Les années passent sans avoir de prise sur cet homme qui a su conserver bon nombre de ses attraits, et notamment cette gueule d'ange avec ce sourire ravageur et ce regard envoûtant. C'est le seul que j'ai. Frimeur va. Surtout qu'au-delà de sa beauté, qui reste après tout subjective, Tom Cruise dégage un magnétisme indéniable inondant l'écran à chacune de ses apparitions grâce à ce petit truc inné que certains ont, et d'autres... Mais Maverick, ce n'est pas seulement un physique, c'est aussi un sacré caractère. Je ne sais pas si c'est la MAF qu'il préfère, mais il a conservé la même assurance que dans sa jeunesse, cette assurance qui le pousse à la vaillance et à l'irrévérence, conférant à ce héros un petit côté bad boys, what you gonna do. Avec une telle description, on pourrait croire que le personnage n'a pas évolué entre les deux films, et pourtant celui-ci cache derrière cette confiance de profondes blessures que le temps n'a pas su refermer. Des blessures pleinement exploitées par ce scénario qui ne se contente pas de s'inscrire dans la continuité, il intensifie la portée dramatique des événements passés et apporte de nouvelles problématiques. En effet, en revenant à Miramar en tant qu'instructeur, Maverick devra faire face à Rooster, fils de son navigateur et ami disparu qui a reçu en héritage cette passion pour l'aviation et une bien belle moustache. C'est vrai
qu'elle est belle. Une relation complexe et conflictuelle où les erreurs du passé se mêlent aux enjeux du présent. D'un côté, le jeune homme est rongé par une profonde rancœur envers cet homme qu'il juge responsable de ses plus grands échecs, parfois à raison d'ailleurs, et de l'autre, Maverick est partagé entre son devoir d'instructeur et celui de père de substitution, confronté à cette épineuse question: doit-il priver cet homme de son rêve de devenir pilote, ou le sélectionner pour cette mission au risque que ce dernier ne connaisse le même destin funeste que son père? Vous l'aurez compris, le doute l'habite. Du verbe habiter. Jouons passe. Pardon monsieur. Ce dilemme apporte un peu de nuance à ce héros qui jusqu'à présent semblait inébranlable et lui ouvre un tout nouvel arc narratif, celui de la rédemption. Une rédemption dont les prémices se font ressentir lors de ce match sur la plage, car rien de tel pour apaiser les tensions que de se rouler dans le sable en étant torse-poil. Une discussion peut-être. Bah non, car ce sont des bonhommes. Et c'est pas plus mal car non seulement cette scène démontre une nouvelle fois le professionnalisme de Tom Cruise qui garde le sourire alors qu'il doit être en souffrance avec tout ce sable dans l'arrêt, Quel acteur. mais aussi car cette séquence transpire la nostalgie et rappellera de bons souvenirs aux fans de la première heure. C'est là toute la force de ce Top Gun Maverick. Ce n'est pas simplement une suite qui copie ce qui a fonctionné en décuplant ses caractéristiques, contrairement à d'autres. C'est une suite qui intègre chaque élément du passé au sein de sa narration en améliorant la formule, mais surtout en l'adaptant à son époque et à ses thématiques. Et aucune scène n'illustre mieux ce propos que ces retrouvailles tant attendues entre Maverick et son ennemi d'hier, Iceman. Entre la joie de revoir ces deux hommes réunis à l'écran, leur rivalité d'antan ayant laissé place à une grande amitié et un profond respect, et la tristesse face à cette douloureuse réalité dévoilée avec une touchante pudeur par Val Kilmer, ces retrouvailles nous offrent un moment chargé d'émotions. Tout en simplicité et en retenue, celle-ci évite le piège du sentimentalisme racoleur et soulève la thématique principale du long métrage, la place de ces légendes d'un autre temps dans le monde actuel. Rappelé à Top Gun non plus pour être aux commandes de ses appareils mais pour transmettre son savoir, Maverick sera confronté à une dure réalité. Ses supérieurs ne voient plus en lui le pilote qu'il était hier. Il y a 30 ans quoi. À leurs yeux, il n'est plus qu'un héros du passé dont les exploits tapissent les murs, souvenir d'un temps révolu. Un héros dépassé par les avancées technologiques et par cette nouvelle génération où tout le monde veut prendre sa place. Par conséquent, cette confiance si caractéristique du personnage s'effrite, ouvrant la porte à de nouvelles émotions comme l'anxiété ou la mélancolie. Une vulnérabilité aussi inhabituelle que touchante qui l'humanise, lui apportant ce petit truc en plus qui manquait cruellement à son lui d'antan, de l'empathie. Vous êtes direct dans votre genre. Ah désolé, je voulais pas te blesser. Consciente du temps écoulé entre les deux films, cette suite s'interroge sur le rôle de cet homme dans cette nouvelle histoire, déconstruit son héros avec des questions légitimes pour le pousser à l'introspection sans pour autant trahir qui il est, là où tant d'autres seraient tombés dans la désacralisation à outrance. Une introspection source d'une multitude de questions que Maverick partage indirectement avec le spectateur lors de ses confessions sur l'oreiller avec sa bien-aimée Penny. Alors oui, j'entends déjà certains se demander où est Charlie, eh bien ne la cherchez pas car vous ne risquez pas de la trouver. Moi je l'ai. Non, me dis pas que t'as dépensé 10 balles juste pour cette blague. Si. D'accord, je disais ne cherchez pas Charlie, puisque la Love Interest a été remplacée par une autre de ses ex, sublimement interprétée par Jennifer Connelly. Il est vrai que le cinéma est riche de romances bien plus marquantes, alors non, peut-être pas celle-là, voilà, plutôt ce genre de romance, et pourtant je dois reconnaître avoir été totalement emporté par leur divine idylle. Entre l'efficacité de l'écriture, la sincérité de leur jeu, ou encore la musique envoûtante de Lady Gaga, même si elle ne m'a pas autant coupé le souffle que celle de son prédécesseur interprétée par le groupe Berlin. Ils sont allemands. Non, pourquoi ? Comme ça. Il se dégage de cette relation une légèreté bienvenue au milieu de ce film filant à Mach 10. Vu le traitement réservé à son héros, difficile de ne pas voir dans ces thématiques un parallèle entre Maverick et l'homme qu'il interprète, Tom Cruise étant le reflet de ce personnage fictif sans lequel il n'aurait pas eu cette merveilleuse carrière. Enchaînant les rôles au début des années 80 sans encore être une légende, c'est bien aux commandes de son F-14 que sa carrière décolla, lui permettant de jouer devant la caméra de réalisateurs aujourd'hui peu connus comme Martin Scorsese, Stanley Kubrick, Steven Spielberg ou encore Oliver Stone pour le très poignant Né un 4 juillet, alors que l'acteur est né le 3. Ma vie n'est que mensonge. Un sacré cocktail de grands rôles où il revêt bien souvent le costume du héros, contrastant avec d'autres interprétations plus sombres qui eurent pour effet collatéral de renforcer mon admiration pour l'acteur. Vous savez que j'étais doué. Humble surtout. Toutefois, difficile de lui donner tort face à cette carrière sans la moindre fausse note. À l'exception de ses interviews, l'acteur fait la promotion de la scientologie plutôt que de ses films. Toujours est-il qu'aujourd'hui, Tom Cruise incarne une certaine vision du cinéma, celle de l'action à la fois authentique et débridée. Un genre dans lequel l'acteur semble s'épanouir depuis 2010 pour le meilleur et pour le reste, et notamment dans cette saga iconique qui pour rappel débuta en 96 par un duel entre Ethan Hunt et Godefroy de Montmirail. À chaque film, l'acteur repousse les limites
limites de l'impossible, réussissant ce qu'aucun autre n'oserait même tenter, prouvant à tous ses détracteurs qu'il est toujours le meilleur. Une démonstration à laquelle Maverick n'échappe pas. À chaque sortie, le pilote repousse les limites de l'impossible, réussissant ce qu'aucun autre n'oserait même tenter, prouvant à tous ses détracteurs qu'il est toujours le meilleur. Alors accrochez votre culotte. J'en ai pas. Eh ben accroche-toi à ce que tu peux, car c'est Maverick qui pilote, et vu la maestria de ses séquences aériennes, autant vous dire qu'il est toujours très à l'aise avec son manche. Alors je vais juste changer le titre. Non, parce que pour une phrase comme ça, sortie de son contexte, voilà, c'est mieux. Entre cette première partie aussi poétique que saisissante et ces intenses sessions d'entraînement, ce Top Gun Maverick est riche d'une multitude de séquences aériennes qui ne cessent de redéfinir la notion même de spectaculaire, avec en point d'orgue ce dernier acte qui regroupe à lui seul toutes les qualités des scènes précédentes. Un dernier acte qui débute par une irrespirable course contre la montre au fond d'un canyon sinueux où les armes se taisent pour laisser parler la dextérité des pilotes. Malgré les virages serrés et les obstacles qui se dressent sur leur chemin, ces derniers cassent le mur du son sans se poser de questions, les yeux rivés sur leur mission. Slalomant plein gaz entre les collines, les avions filent si vite que l'on dirait des mirages. C'est des F-18. Avant de monter à pic au sommet de la falaise et d'engager le combat. Acculés par l'ennemi, Maverick et son équipe multiplient les manœuvres d'évitement aussi impressionnantes que périlleuses pour inverser la tendance. Grâce à leur prouesse, les chasseurs deviennent aussitôt les chassés, prouvant toute la maîtrise de ces pilotes d'exception que j'admets jalouser en secret, l'adolescent que j'étais ayant un temps rêvé de vivre de tels dogfights sans jamais y parvenir. Après, ma manette buguait beaucoup aussi à l'époque. Enfin bref, les loopings et autres inversions s'enchaînent à pleine vitesse, et pourtant le film lui ne part jamais en vrille grâce à la symbiose entre un découpage millimétré qui garantit une continuité dans l'action exemplaire malgré le rythme effréné, et des chorégraphies de haut vol savamment orchestrées. Tel un couple de danseurs qui, en parfaite harmonie, vit sa plus belle histoire, les mouvements de l'un se complètent avec ceux de l'autre pour nous offrir un sublime ballet aérien que n'aurait pas désapprouvé Chris Marquez. Aussi époustouflant soit-il dans leur déroulé, encore faut-il que ces affrontements soient parfaitement retranscrits à l'écran. Et sur ce point, la réalisation fait bien mieux que simplement nous les montrer, elle nous les fait vivre. Débutant par de longs plans larges pour localiser l'action ou montrer leur formation, la mise en scène resserre rapidement le cadre, nous plongeant aussitôt au cœur de l'action. Caméra embarquée, insert sur les commandes, vue subjective, les points de vue se multiplient pour nous enfermer à l'intérieur des cockpits, s'en éloignant uniquement pour accroître la sensation de vitesse lors de ces plans visuellement grandioses ou pour nous laisser profiter des prouesses réalisées. Ainsi, la moindre accélération, le moindre virage est pleinement ressenti par le spectateur qui devient, le temps d'une mission, le navigateur de ces pilotes d'exception. Une atmosphère aussi sensationnelle que oppressante, accentuée, déjà par la peur de l'avion qui est sans doute ma plus grande phobie, enfin ça et les films avec Ava Adams, mais surtout par le réalisme saisissant de ces séquences. Profitant des dernières innovations techniques et technologiques, les caméras prennent place sur les avions plutôt que devant un fond vert, captant les acrobaties des pilotes et la réaction des acteurs lors de vraies sessions de vol. Des prises de vue réelles dont l'authenticité évite de tomber dans cette surenchère offerte par le numérique, du moins quand on sait s'en servir, et renforce leur aspect spectaculaire au point d'en devenir les combats aériens les plus impressionnants qu'il m'ait été donné de voir au cinéma. Après, même si l'aviation n'a eu de cesse d'inspirer le 7e art, peu d'œuvres sont finalement comparables à ce Top Gun, si ce n'est peut-être les Chevaliers du Ciel, mais c'était quand même vachement moins bien. La merde, oui. Bon, c'est pas très gentil. Bien que les séquences aériennes de Top Gun n'aient rien perdu de leur superbe, en grande partie grâce au talent du regretté Tony Scott, il est indéniable que celle de Top Gun Maverick les surpasse en tout point, et pas uniquement grâce au perfectionnement des appareils cinématographiques. Elle reflète avant tout la vision de son réalisateur, aussi bien dans leur construction que dans leur composition. Des compositions particulièrement soignées jouant avec la symétrie, que ce soit avec l'horizon ou la structure de l'avion, nous offrant des plans aussi sublimes que électrisants tout au long du métrage. Un résultat guère étonnant lorsque l'on regarde la filmographie de Joseph Kosinski, ce dernier nous ayant déjà montré son amour pour le grand spectacle dans cet héritage d'un autre classique du cinéma, ainsi que son savoir-faire en matière de séquences aériennes dans Oblivion, film de science-fiction avec Tom Cruise que je trouve injustement tombé dans l'oubli, même s'il a autant convaincu que meurt un autre jour. C'est-à-dire pas grand monde. Au-delà de la mise en scène, cette authenticité se ressent jusque dans ce travail remarquable sur le sound design. Que ce soit le vent qui souffle le long du fuselage ou celui de panique trahi par ses respirations qui s'emballent, chaque son est parfaitement ajusté et spatialisé grâce à l'utilisation du format audio Dolby Atmos, garant d'une expérience sonore immersive qui prend
prend toute son ampleur dans une salle de cinéma, surtout si comme moi vous avez eu la chance de le découvrir en IMAX. Il y en a qui ont les moyens. C'est l'argent des abonnés. Vous l'aurez compris, les séquences aériennes de ce Top Gun sont tout simplement over the top, encore plus over the top que le film Over the Top, qui d'ailleurs n'est pas vraiment top. Enfin c'est sympathique, mais c'est pas le meilleur Stallone. Bref, l'immersion est totale, mais l'émotion quant à elle semble être restée sur le porte-avions. En effet, l'objectif de cette mission ne vole pas bien haut, et pas seulement pour passer sous les radars, celui-ci relevant davantage du prétexte que du réel enjeu. Ainsi, difficile de ressentir la moindre crainte envers cet antagoniste dont on ne prononce pas le nom. C'est Voldemort? Ah non, juste on ne sait pas qui c'est, et si ce n'est un ennemi lambda qui n'a d'autre fonction que de nous offrir un fil conducteur, des avions et des pilotes pour garantir un spectacle total lors de ce dernier acte. Et autant cela ne m'a pas posé problème dans le premier, celui-ci compensant ce manque de tension par la vulnérabilité de ses pilotes, autant cela devient plus problématique dans cette suite, la faute à ces thématiques abordées précédemment. Contraint de prouver sa valeur, Maverick n'a d'autre choix que de réaliser l'impossible. Or, une fois que l'on a compris vers quel message tend le long métrage, le destin de ce héros devient prévisible, le dénouement de cette mission inéluctable, et il faudra bien plus qu'un vibrant hommage avec ce F-14 pour m'impliquer émotionnellement dans ce climax qui, in fine, manque d'impact. Alors que si Maverick était mort... C'est sûr, la mort c'est impactant. Bah oui, on est d'accord, un petit sacrifice lors d'un ultime acte de bravoure aurait permis de sacraliser le personnage, de l'élever au rang d'icône, comme l'ont fait certains films avant lui. Là faut fermer les yeux car ça spoil sévère. Au lieu de ça, Maverick est bien vivant, alors qu'entre vous et moi, personne n'aurait survécu à cette mission, si ce n'est peut-être un homme. L'avantage pour la Paramount, c'est que cette fin laisse la porte ouverte à un troisième opus. Non, je crois que là... c'est la fin. Mon cul, oui, car vu le succès colossal du film, cette porte ne risque pas de se refermer, ce qu'importe si l'histoire nous a montré que les héros étaient certes intemporels, mais pas leur interprète. Désolé Indy, ça tombe encore sur toi. Il l'a bien cherché. Pour l'heure, je ne boude pas mon plaisir devant ce Top Gun Maverick qui, en réussissant là où tant d'autres ont échoué, mérite amplement son statut de suite au top. Gun. On a assez rigolé pour aujourd'hui, tu crois pas? Tu as raison mon poulet, il est temps de conclure. Ce deuxième volet ne se contente pas de reprendre les éléments qui faisaient le charme de son illustre prédécesseur, il les bonifie pour nous offrir l'un des meilleurs films de cette année 2022, une année particulièrement remarquable pour les amoureux du 7e art, même s'il y a toujours des contre-exemples. Et quand bien même Maverick survit à toutes les situations, même les plus désespérées, au point d'être désespérant, j'ai pris un plaisir fou à m'envoyer en l'air avec lui. Je vais reformuler. J'ai pris un plaisir fou à assister à ces séquences aériennes époustouflantes aux côtés de ce pilote. Un remarquable pilote sur lequel l'âge ne semble pas avoir d'emprise, puisqu'il nous prouve une fois encore qu'à part Krusty Bat, personne ne peut le battre. Un constat transposable à son interprète, qui démontre à toute une industrie qu'il n'est pas seulement le dernier samouraï, il est aussi le dernier héros encore debout de cette merveilleuse décennie que furent les années 80. Merci d'avoir regardé cette nouvelle suite au top. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, tout ça. Un grand merci également à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, sur Patreon ou sur YouTube. Je remercie également Inconi. N'oubliez pas d'utiliser le lien dans la description pour supprimer vos données auprès de ces courtiers tout en profitant de 60% de réduction sur votre abonnement annuel. Quant à moi, je vous dis à très vite pour la suite.